aujourd'hui, je viens vous parler effectivement d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et quand j'en parle avec mes étudiants en classe, j'adopte un ton pédagogique, éducatif, tout à fait arrimé à mon mandat de prof. Et aujourd'hui, j'aborde le même sujet, mais cette fois-ci avec un peu plus de transparence avec vous, pour faire valoir certains arguments au sujet d'un thème que vous connaissez peut-être pas. À main levée, s'il y en a qui ont déjà entendu parler de spécisme. Ok, c'est juste des profs qui ont levé la main, fait les échos. Mais tant mieux, je suis bien content. Donc, si je peux vous introduire aux arcanes de cette chose-là, qui a l'air compliquée peut-être, mais qui n'est pas tant que ça. Et pour mettre les choses en perspective, je vais peut-être vous dire comment moi j'ai découvert ce sujet il y a longtemps, quand j'étais étudiant au cégep Limoilou d'ailleurs, en 2012. À un moment donné, j'arrive dans la classe où j'avais un cours et je vais rejoindre mon ami qui m'attendait, puis on parle. Et j'avais un nouveau manteau cette journée-là qui arborait de la fourrure sur le capuchon. Et j'étais zéro sensibilisé à ces questions-là, donc pour moi, c'était même pas une question, c'était la pure naïveté d'avoir la fourrure sur mon manteau. Mon ami me dit, ouais, nouveau manteau? Je dis, oui. C'est-tu de la vraie fourrure? Je dis, ben oui, quasiment fier, tu sais. Et là, il me regarde avec un regard de dédain, de désapprobation totale. Et tout de suite, je me suis senti attaqué, moins que les lapins qui ont servi à mon capuchon, mais quand même attaqué, de telle sorte que j'ai répondu quelque chose comme, et là ça fait longtemps, là, mais ouais, c'est quoi le problème? Après tout, je suis pas végétarien, si je l'étais, ça c'est quoi là? Et là, j'ai essayé comme de patiner autour de ça, et j'ai vécu quelque chose que j'ai appris plus tard, qu'il y avait un nom pour ça, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est l'inconfort qu'on éprouve lorsque nos valeurs sont en contradiction avec nos actions. Par exemple, habituellement, la plupart d'entre nous, nous avons des valeurs qui s'opposent à ce qu'on appellerait la cruauté animale, ou ce qui s'oppose à l'utilisation des animaux pour certains trucs, ou à tout le moins certaines activités, ça dépend lesquelles. Et là, l'action que j'étais en train d'entreprendre, c'était d'arborer fièrement la fourrure de lapin, le pelage de lapin sur mon manteau, alors qu'on ne se cachera pas, c'est juste un enjeu de mode. Là. Je ne suis pas une personne qui va explorer le Grand Nord. Et cette dissonance cognitive-là, habituellement, il y a plusieurs façons de s'en sortir. Soit on ajuste notre comportement à nos valeurs en disant ouais, j'avoue, ok, il faudrait peut-être que je change mon comportement si c'est contraire à mes valeurs, ou on change nos valeurs à l'occasion. Et là, on se dit ah, ben, finalement. Et là, on fait de la rationalisation. C'est ce que j'ai fait, mais de fil en aiguille, pour arriver directement sur mon sujet, à ce moment-là, 2012, ça correspond temporellement à la période où j'ai découvert la philosophie. Et je commençais à lire de la philo. J'avais une pile de livres à lire que j'explorais pour la première fois. Dans cette pile-là, il y en avait un que vous voyez figurer à l'écran présentement. Qui s'intitule Libération animale et que j'avais repoussé longuement. Parce que je me disais, je pense que si je lis ça, ma dissonance cognitive va atteindre des niveaux tout à fait stratosphériques. Mais là, j'avais un défi. Je me suis dit, je vais lire ce livre-là qui, de toute évidence, parle de végétarisme, d'éthique animale, ce genre de choses-là, et je vais voir que les arguments ne marchent pas. Et quand je vais voir que les arguments ne sont pas bons, je vais pouvoir retourner voir mon ami, là, qui s'appelait Zoé, puis lui dire, regarde, c'est pour ça que ça ne marche pas ton affaire, puis tu n'avais pas raison d'être autant condescendante à mon endroit. Sauf que mon plan n'a pas fonctionné, puisque la confrontation des arguments m'a quand même convaincu que, ok, finalement, il y a peut-être des bons arguments de ce côté-là. Et dans Libération animale, c'est là que j'ai vu la première fois le mot spécisme apparaître. Je vais vous en donner une définition sous peu, mais juste avant, comment prendre ça? Il y a une question en justice ou en philosophie de la justice qu'on pose constamment, parce que c'est comme une question fondamentale. Qu'est-ce qu'on se doit entre nous? Donc c'est une question qui interroge nos devoirs, nos droits, comment traiter autrui. Et généralement, on la prend par la première particule, en disant qu'est-ce qu'on se doit? Quels sont mes devoirs envers vous? Quels sont vos devoirs envers moi? Envers mes concitoyens, envers ma famille, mes amis et tout ça? Qu'est-ce qui est autorisé de faire? Qu'est-ce qui n'est pas permissible et pourquoi? Et la justice, c'est essentiellement différents modèles de comment on distribue les blâmes, les louanges, le mérite, comment on distribue les droits, les devoirs, le pouvoir et tout ça. Il y a plein de théories qui s'intéressent à ça. Là où il y a moins de théories, par contre, un petit peu, mais pas qu'il y en a moins, excusez-moi, je ne voulais pas avancer si vite, c'est le mot que j'ai souligné, le nous. Qui entendons-nous par qu'est-ce qu'on se doit entre nous? Habituellement, on n'y pense pas parce qu'on se dit ça va de soi, c'est nous autres. Donc, qu'est-ce qu'on se doit entre nous? Ben, les humains.
ou le plus souvent, ma nation, ou mes concitoyens. Mais ça n'a pas toujours été comme ça historiquement. Le nous, dont il est question ici, en dépit de la pérennité de la question qu'est-ce qu'on se doit entre nous, était souvent très exclusif. Donc, par exemple, on pouvait se dire historiquement que le nous, c'était les hommes typiques qui se devaient des devoirs et des droits. Et dans le nous, ben, les groupes qui appartenaient au groupe des femmes méritaient moins de droits ou moins de considération de leurs intérêts parce qu'elles étaient des femmes. Alors, avec l'histoire, on va dire que ça, c'est du sexisme, c'est du patriarcat, c'est de la misogynie, tout ce que vous voulez. Et on a bien vu que le nous devrait être plus inclusif et inclure pas juste les mâles de la société, mais les hommes et les femmes au nom de l'égalité des sexes et ce genre de choses. Même chose pour l'égalité raciale. Je mets des gros guillemets parce que la notion de race, on va y revenir, là, mais cette idée que mon groupe devrait bénéficier de meilleurs traitements et de meilleures considérations de ses intérêts parce qu'il est blanc, et le groupe des non-blancs devrait bénéficier de moins d'intérêts parce qu'ils ne sont pas blancs. Ben, avant, dans certaines sociétés ouvertement racistes et discriminatoires, et voire esclavagistes, c'est exactement comme ça qu'on répondait à qu'est-ce qu'on se doit entre nous. Ben, le nous, c'est pas tout le monde, c'est juste quelques-uns d'entre nous. Bref, tout ça pour dire que l'histoire en vient de plus en plus à étendre le concept du nous, qui devrait-il inclure? Et si on a réalisé que avantager les intérêts d'un groupe au nom que ce groupe-là appartient au bon sexe par rapport à un autre groupe que celui-là appartiendrait pas au bon sexe. Même chose pour bénéficier des intérêts d'un groupe qui appartient à la bonne race et l'autre dévaloriser leurs intérêts a priori parce que c'est pas la bonne race. Dans un cas, c'est du racisme, dans l'autre, juste avant, c'était du sexisme. Et on juge qu'il est opportun, voire tout à fait obligatoire, moralement, de combattre ces injustices-là. L'antispécisme rentre en scène à ce niveau-là. Je vous donne une définition qui est classique, que vous avez à l'écran présentement. Le spécisme est à l'espèce ce que le racisme et le sexisme sont respectivement à la race et au sexe, c'est-à-dire la volonté de ne pas prendre en compte ou de moins prendre en compte les intérêts de certains au bénéfice d'autres, en prétextant des différences, réelles ou imaginaires, mais toujours dépourvues de lien logique avec ce qu'elles sont censées justifier. Donc, le plus important là-dedans, c'est probablement les parties que j'ai soulignées, à savoir que le spécisme est au racisme, au sexisme, ce que, ici, les discriminations portent respectivement sur la race et le sexe, à savoir que ce qu'on a reconnu, c'est que discriminer un groupe sous prétexte d'une différence biologique, comme par exemple l'appartenance raciale ou l'appartenance sexuelle, c'était de la discrimination et c'était injuste. Ben, il y aurait une mécanique commune avec le fait que, dans nos sociétés, on estime que les intérêts de certains êtres valent automatiquement moins que les intérêts de d'autres êtres en vertu de l'appartenance à l'espèce. Mais l'espèce aussi, c'est un critère biologique. C'est un critère qui n'est pas intrinsèquement différent de celui du sexe ou de la race. L'analogie pourrait aller plus loin, mais pour l'instant, on va approfondir ce genre de choses-là. Et si jamais la définition, vous la trouvez compliquée, une très très simple qui est à l'écran, qui nous vient d'un philosophe qui travaille récemment sur ces questions-là, qui s'appelle François Jacquet, nous dit c'est pas compliqué, le spécisme, c'est la discrimination basée sur l'espèce, le traitement inégal basé sur le sexe, l'espèce. Et je pourrais faire un bilan de tout ça, mais à la place, je vais plutôt vous montrer des exemples pour illustrer la chose. Ce qui est bon à savoir pour l'instant, c'est que l'antispécisme, de la même façon que l'antiracisme ou l'antisexisme, repose quand même sur des bases théoriques qui sont pertinentes pour expliquer la chose. La première chose qu'il faudrait avoir à l'esprit, qui serait la base empirique ou descriptive, c'est l'évolutionnisme. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur de quoi il s'agit très exactement, mais longtemps dans l'histoire, on a cru que l'être humain était une créature intrinsèquement différente, ontologiquement différente des autres êtres sur la planète, que l'être humain, par exemple, c'était une créature faite à l'image de Dieu, ou que l'être humain était tellement différent du reste en vertu de certaines capacités ou quoi que ce soit, qu'il est à part du reste de la nature. Avec l'avènement de la théorie de l'évolution durant la deuxième moitié du 19e siècle, on s'est mis à comprendre que c'est une façon complètement erronée de considérer notre origine et notre façon d'interagir avec le reste du vivant. Cette base descriptive-là nous dit plutôt que il faut penser l'être humain en continuité avec le reste du vivant parce que, après tout, les différences entre
les humains et les animaux, parce qu'il y en a plein de différences, sont moins des différences de nature fondamentale que des différences de degré. Parce que l'humain n'a pas toujours eu la forme qu'il a actuellement. On a évolué à titre d'espèce, comme toutes les autres espèces, par la pression de la sélection naturelle. Et en ceci, ce n'est pas différent des autres espèces vivantes qui peuplent la planète. Pour aller un peu plus loin même, il y a lieu de dire qu'on a un ancêtre commun avec toutes les autres espèces, plus récemment avec les autres grands singes, et plus récemment encore avec les chimpanzés, dont nous sommes les plus proches cousins et inversement. Et donc la théorie de l'évolution comme base descriptive nous dit l'être humain n'est pas séparé de la nature. L'espèce Homo sapiens n'est pas sur un piédestal naturel, d'un ordre naturel décidé par Dieu ou je ne sais quoi. Il vient d'un même processus que les autres vivants, et ainsi de suite. Sauf que quand on a ça, cette base descriptive-là, ça ne nous dit pas comment on devrait agir, parce que l'évolution n'est pas prescriptive. Elle ne nous dit pas ce qui doit être fait, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est juste comment ça fonctionne. C'est pour ça que l'antispécisme repose sur une autre base, qui est une base qu'on utilise constamment dans la vie de tous les jours, qui est celui du principe de cohérence. Vous avez la mention de ce principe-là, des situations similaires doivent être traitées de manière similaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne un exemple concret. Si deux étudiants se font prendre à tricher dans un examen et que le prof les prend en plein flagrant délit et décide d'appliquer les conséquences, puis il dit, cet étudiant-là se mérite 0 et il mentionne d'échec et de plagiat à son dossier, mais l'autre étudiant qui a fait exactement la même chose, dans les mêmes circonstances et les mêmes paramètres, lui, je laisse aller, puis c'est correct. Tout le monde va dire, c'est injuste. Tout le monde va dire, qu'est-ce qui permet de justifier cette différence de traitement alors que les situations sont vraiment similaires? On s'attendrait à ce que le prof, s'il est conforme aux idéaux du principe de cohérence, de justice minimale, soit capable de faire ça, d'expliquer une différence de traitement avec une différence factuelle, moralement pertinente. Donc si, par exemple, il disait la raison pour laquelle il y en a un que j'ai donné un avertissement, puis l'autre que j'ai pénalisé avec une note au dossier avec un 0 et tout ça, c'est qu'il y en a un qui est récidiviste, ça fait la 3e fois qu'il copie, qu'il plagie, quoi que ce soit, l'autre c'est la première fois. Alors là, on va comprendre. Je ne dis pas que c'est la bonne chose à faire, mais on comprendrait, ok, il y a une différence. Mais si le prof disait, c'est exactement les mêmes choses, mais il y a une différence qui permet de justifier que je ne les traite pas de manière similaire, c'est que le premier étudiant est gaucher, puis l'autre est droitier. Et moi, j'aime ça pénaliser les gauchers. Tout le monde dirait, cette différence-là, bien qu'elle existe, est complètement impertinente. Le fait que quelqu'un soit gaucher plutôt que droitier ne devrait pas nous renseigner sur pourquoi ses intérêts valent moins ou pourquoi il devrait être traité différemment. Donc, si ça va jusque-là, on peut avancer et ces deux principes-là, gardez-les à l'esprit. Le premier, l'être humain n'est pas intrinsèquement différent du reste des animaux. Il y a plutôt une proximité naturelle entre l'humain et les autres espèces qu'une distance. Ça dépend des animaux, bien sûr, puis des espèces, mais c'est pas comme si on était sur un piédestal ailleurs. Deuxième principe, effectivement, cette idée de justice, de cohérence, c'est déjà quelque chose qu'on applique constamment dans la vie de tous les jours. Si tout va bien. Si on continue, tout de suite, il y a une première objection qui se pose. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, il semble y avoir une contradiction là-dedans, parce que si les antispécistes nous disent qu'on devrait, par exemple, considérer de manière éthique les traitements qu'on réserve aux autres espèces, et en même temps sont en train de dire que nous aussi on est des animaux après tout, regardez ces deux principes-là, ou ces deux bases, il semble y avoir une contradiction parce que c'est comme si je disais, on est des animaux comme les autres, mais en même temps, ce que les autres animaux font, nous on ne devrait pas le faire. Je pense notamment à s'en nourrir ou les chasser, la prédation et tout ça. Et pourquoi c'est une contradiction? Parce qu'on semble danser sur deux pieds, sur deux rythmes à la fois. Un qui dit on est comme les autres et un autre qui essaye de réinstituer l'exceptionnalisme humain en disant on est tellement différents que nous on a une conscience morale et qu'on peut l'exercer à l'endroit des autres animaux et ainsi de suite. Est-ce que c'est une contradiction? Seulement si on pense que la base empirique ici là, de l'évolutionnisme essaye de dire qu'on est exactement comme tous les autres animaux, ce qui n'est pas vrai, c'est pas ce que l'antispécisme exige de nous. La seule chose qu'elle exige, cette théorie, c'est de reconnaître qu'on n'est pas si distant. Et je vous mets une citation à l'écran qui est assez éloquente et qui dit en fait, l'être humain, oui, il est comme tous les autres animaux, à savoir qu'il est complètement différent des autres animaux. Je ne sais pas si vous comprenez le paradoxe, hein, qu'il n'y a aucun animal qui est un animal comme les autres. Et ça inclut l'humain.
On est des animaux, mais on n'est pas comme les autres. Nous, on a une conscience morale, et en groupe d'humains, on semble pouvoir l'appliquer, puis reconnaître qu'il y a des comportements qui sont permissibles, d'autres qui sont blâmables et tout ça. Et là, la question c'est, est-ce qu'on devrait limiter nos soucis de justice et d'éthique à la frontière de l'espèce ou aller au-delà? Les antispécistes, comme moi aujourd'hui, je sais vous convaincre du fait qu'on n'a pas de raison rationnelle, non spéciste, de ne pas étendre ces considérations-là au-delà de la frontière d'Homo sapiens. Une fois qu'on a compris ça, il y a une autre contradiction qui pourrait être soulevée et qu'il faut affronter tout de suite. Tout à l'heure, je posais la question, qu'est-ce qu'on se doit entre nous, qui est une question fondamentale de justice, et déjà, il y a des gens qui vont dire, ben vois-tu, ça ne marche pas, parce qu'entre nous, ça le dit, ça prend de la réciprocité. La raison pour laquelle j'ai des devoirs envers autrui, c'est parce qu'autrui a des devoirs envers moi. Alors, je ne peux pas traiter n'importe qui n'importe comment, parce que je ne veux pas que n'importe qui me traite moi n'importe comment. C'est ça la réciprocité. Et l'objection consiste à dire, la raison pour laquelle on ne doit pas se soucier tant que ça des animaux non humains, c'est parce qu'eux autres, ils ne nous doivent rien. Ils ne comprennent pas la morale. Comme ils ne comprennent pas la morale, qui n'ont probablement pas de conscience morale, qui ne sont pas capables d'obéir à des principes internes comme ça, comme nous, ben on ne leur doit rien, parce qu'eux autres non plus, ils ne nous doivent rien. Ce serait l'argument de la réciprocité. Seulement, cet argument-là s'écroule assez facilement, parce qu'entre humains, on ne l'accepte même pas. Imaginez si on acceptait le fait que si quelqu'un n'a pas de devoir envers moi, j'en ai pas envers lui, qu'est-ce que ça ferait des enfants? On reconnaît dans nos sociétés que les nourrissons, les bambins, les jeunes enfants, ils n'ont pas de devoir envers les adultes, parce qu'ils n'ont pas encore la conscience morale assez développée. Pourtant, on leur donne des droits et on essaie de respecter leurs intérêts, à tout le moins on espère, ce qui est la preuve que le principe de réciprocité ne semble pas si actif que ça. Et c'est la différence entre être un agent moral et avoir des devoirs envers des patients moraux. C'est-à-dire que ce que je m'apprête à vous dire maintenant, c'est déjà quelque chose qu'on fait. Il y a des individus dans nos sociétés qui n'ont pas la conscience morale ou l'initiative ou la rationalité d'exercer leur conscience morale suffisamment pour être des agents moraux, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de droit pour autant. Je pense aux enfants, je pense aux personnes qui sont dans des situations qui les empêchent d'exercer leur conscience morale pour différentes raisons, mais ils ont quand même des droits. Ça fait d'eux des patients moraux. Et nous, si on est des adultes typiques, en maîtrise de nos moyens, puis dans des situations normales, on est des agents moraux. On a des droits et on a des devoirs. Mais là, la question, c'est, si on accepte ça entre les humains, si on accepte que le principe de réciprocité ne fonctionne pas, que bien sûr qu'on a des devoirs envers les enfants, en dépit du fait que les autres n'en aient pas envers les adultes, ben pourquoi on ne ferait pas la même chose avec les animaux non humains? À savoir que les animaux non humains, bien entendu, qui n'ont pas de devoirs envers nous, comme les enfants, comme les jeunes enfants, les bébés, mais ça ne veut pas dire qu'on peut les traiter n'importe comment, pour autant, ça ferait d'eux des patients moraux. Si on accepte ça, on peut poser une question plus concrète, à savoir, c'est quoi le statut juridique des animaux autres qu'humains au Québec? La bonne nouvelle, c'est que ça a changé récemment, donc ça dépend de votre point de vue temporel, là, mais il y a 10 ans, en 2015, le statut juridique des animaux au Québec a changé. Avant 2015, juridiquement, un animal au Québec était considéré dans la même catégorie que les biens et les meubles, c'est-à-dire que ses droits étaient recouverts par les droits du propriétaire. Si tu blessais un animal, volontairement par exemple, ou par exemple que tu commettais des sévices envers un animal, c'était plutôt un crime à l'endroit de son propriétaire. Et depuis 2015, on a comme réalisé, on ne peut plus vraiment traiter les choses comme ça. Les animaux ont une valeur intrinsèque en tant que telle, ils devraient avoir des droits directs, non pas seulement à cause qu'ils appartiennent à quelqu'un. Et donc on a changé le statut juridique des animaux. Ce que vous avez à l'écran, je ne vais pas le lire au complet bien sûr, mais vous avez la partie surlignée qu'on reconnaît que l'animal est un être doué de sensibilité, d'impératifs biologiques. Et j'irai plus loin que ça, en fait. Des impératifs biologiques, ça sonne un peu documentaire animalier de copuler, se nourrir et tout. Mais plus on étudie les animaux non humains, plus on réalise que la richesse et la profondeur de leur univers mental et social est au-delà de ce qu'on imaginait. Et pour le coup, aujourd'hui, on a un mot pour nommer ça, qui existe en français depuis peu, qui est le mot de sentience, pour nommer le fait que les animaux ne sont pas juste des êtres téléguidés par des impératifs biologiques, ils sont sentients, c'est-à-dire qu'ils vivent des choses qu'ils peuvent juger comme étant positives ou négatives. Alors juger, on ne s'entend pas discursivement, mais ils ont des préférences, ils peuvent avoir des expériences positives ou négatives, les fuir, les rechercher,
Et ils ont une personnalité qui va avec ça, pour la plupart d'entre eux. Ce pas tous les animaux qui sont sentients, on pourrait y revenir dans la période des questions si vous voulez, mais beaucoup d'animaux sont sentients. Scientifiquement, le consensus à cet effet, c'est que tous les animaux vertébrés sont conscients, sentients en ce sens-là. Quelques animaux invertébrés, comme les pieuvres, qui ont une modalité de sentience probablement vraiment épatante, parce qu'ils ont un cerveau vraiment différent du nôtre, non pas centralisé, mais décentralisé. Mais néanmoins, pourquoi les animaux ne peuvent pas être juste considérés comme des biens et des meubles? Parce qu'ils ne sont pas des meubles, c'est un peu ça. Pour aller plus loin avec ça, avec le développement de ce qu'on appelle l'éthologie, la science du comportement animal dans leur environnement, il y a un terme qui a été forgé pour nommer un comportement humain qui est très répandu, qui est l'anthropodénie. Ça nous vient de l'éthologue Franz de Waal, qui voulait nommer un préjugé qui est très répandu et qui consiste à nier presque systématiquement la richesse et la profondeur de la vie mentale des animaux autres qu'humains pour différentes raisons. Tellement parce qu'on ne voulait pas, par exemple, par précaution d'anthropomorphisme, on ne voulait pas projeter des traits humains sur les animaux. Et donc, aussitôt qu'on disait, ah, cet animal-là, il y a un univers mental complexe, on disait, ah, tu fais de l'anthropomorphisme, tu essaies de projeter des comportements humains sur des non-humains. Tellement on ne voulait pas faire ça, on a fait l'inverse. On dénie, a priori, de manière a priori, la possibilité à certains animaux d'avoir des comportements justement sociaux, affectifs, cognitifs complexes, alors que plus les recherches avancent sur des animaux, plus on découvre des nouvelles choses, et l'anthropodénie est un comportement justement à remettre en question systématiquement, parce que ça relève plus de préjugés que de science. Alors par la suite, je continue avec le statut juridique des animaux au Québec pour faire apparaître un cas de spécisme flagrant. Rappelez-vous que le spécisme, c'est la différence de traitement basée sur l'espèce. Si on lit les articles 6 et 7, pour commencer par 6, on voit que la loi au Québec dit qu'un propriétaire doit s'assurer que le bien-être ou la sécurité de l'animal n'est pas compromis. Là, il y a toutes sortes de choses pour dire il faut qu'il mange, il faut qu'il soit logé, il faut qu'il soit dans un endroit salubre, tout ça, toutes les choses qu'on imagine habituellement. Pour l'article 6, je vais le lire presque au complet parce qu'il vaut la peine. Nul ne peut, par son acte ou son omission, faire en sorte qu'un animal soit en détresse. Pour l'application, il est soumis à un traitement qui causera sa mort ou lui fera subir des lésions graves si ce traitement n'est pas immédiatement modifié. En gros, c'est criminel, c'est illégal de soumettre un animal volontairement ou par négligence à des traitements qui pourraient susciter de la détresse inutile, voire sa mort, des lésions, ces choses comme ça. Et ça paraît assez intuitif, sauf que là, tout de suite, vous me voyez venir, c'est que cette loi-là s'applique seulement à certains animaux. Si on va voir l'article 7, il nous dit très précisément que ce qui vient d'être dit en 5 et 6 ne s'applique pas aux animaux agricoles. Donc les animaux qui sont classés parmi les animaux dont on se sert pour se nourrir, eux ne sont pas protégés par cette loi-là. Pour des raisons qui vont vous sembler évidentes, pour savoir, imaginez qu'une loi interdise de mettre un animal en détresse et de lui causer la mort, comment on fait pour l'abattre, par exemple. Là, pour le coup, l'argument antispéciste va vouloir plonger dans cette contradiction-là. Puis, ce que vous devriez noter par rapport à ça, si vous voulez avoir des exemples concrets, c'est que la partie surlignée, selon les règles généralement reconnues, c'est quoi? C'est que les animaux dans le domaine agricole, tu ne peux pas leur faire n'importe quoi, c'est quand même codifié. Mais c'est codifié par quoi? Par les pratiques et les coutumes en place. Je vous donne un exemple concret, puis inquiétez-vous pas, je n'ai pas de vidéo macabre à vous montrer, je compte plutôt sur la force des arguments que sur les images, mais une pratique qui est reconnue, qui est répandue et qui est codifiée, donc légale, consiste par exemple à prendre un porcelet qui serait trop faible ou trop chétif pour être rentable, et ça coûterait trop cher de faire venir un vétérinaire pour l'euthanasier. Alors une pratique qui est parfaitement autorisée par la loi ici, c'est de faire ce qu'on appelle le claquage. Donc le claquage, c'est prendre le porcelet par les pattes en arrière et lui fracasser le crâne sur une structure contondante, le plancher ou n'importe quelle structure qui est autour de nous. Alors je pense que je ne suis pas obligé d'essayer de vous convaincre que si une telle pratique était réalisée sur un chien, ça susciterait un scandale abominable, ça susciterait des manifestations probablement. L'argument antispéciste à cet effet commence à demander quelle est la différence moralement pertinente, objective, qui permet de justifier cette différence de traitement. Qu'un être, parce qu'il appartient à l'espèce Canis familiaris, c'est-à-dire le chien domestique,
soit protégé par la loi pour ses intérêts propres, mais un autre être qui appartient à l'espèce Sus scrofa domesticus, donc ça c'est le cochon, parce qu'il n'appartient pas à la bonne espèce, entre guillemets, ben celui-là n'a pas du tout les mêmes droits. Au contraire, il y a des codes qui peuvent tout à fait régir le claquage et d'autres pratiques dont je vous épargne les détails. Eh bien, la première chose qu'on a envie de dire, c'est qu'il existe des différences moralement pertinentes qui permettraient de justifier que un, ça se fait pas, puis l'autre, ça se fait. Alors, je vais vous exposer à l'écran un argument en bonne et due forme par des formations professionnelles. On va le voir apparaître sous peu. C'est un argument qui prend la forme de ce qu'on appelle un raisonnement analogique. Qu'est-ce qu'un raisonnement analogique? C'est quand on essaie de convaincre quelqu'un d'adhérer à une conclusion sur la base d'idées qui disent « si tu es d'accord avec ça, pour telle raison, ben, tu devrais remarquer que ces raisons-là s'appliquent dans une autre situation et donc tu devrais être d'accord avec la même conclusion pour l'autre situation. » Principe de cohérence. Alors je vous l'expose, puis après ça, je vais vous montrer les objections les plus répandues, puis on va y répondre. Prémisse 1. Il serait immoral d'élever des chiots pour les engraisser rapidement et les abattre afin de les manger. Je vais le lire ici pour ne pas avoir à me casser le cou. Prémisse 2. La raison pour laquelle c'est immoral réside dans le fait que ces chiots sont des êtres sentients qui tiennent à leur bien-être et à leur vie et que nous ne sommes pas obligés de les manger pour être en bonne santé. Prémisse 3. Ces mêmes raisons s'appliquent aussi pour tous les animaux qui sont actuellement élevés en étant enfermés, engraissés et finalement abattus en vue de la consommation humaine. Conclusion. Par conséquent, il serait également immoral d'élever ces animaux pour la consommation humaine. C'est un argument qui a l'air trop simple, mais généralement les arguments simples, c'est les meilleurs pour véhiculer un message. Et la façon dont on met à l'épreuve un argument, c'est d'anticiper les critiques. Et là, il y en a plein qui sûrement vous viennent à l'esprit en ce moment, mais je vais les anticiper. Puis si vous en avez d'autres dans la période de questions, on pourra les voir. Mais face à la prémisse 1, quelqu'un pourrait dire, la première prémisse ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'elle dit que ce serait immoral d'élever des chiots et de faire ceci pour s'en nourrir ou quoi que ce soit. C'est faux parce que ça dépend de ta culture. Et ça, c'est l'objection que j'appellerais l'objection relativiste, qui consiste à s'ancrer dans une métaéthique de relativisme moral qui dit la moralité d'une action dépend de la culture dans laquelle tu te trouves. Pour nous, ce serait immoral de faire ça à des chiots à cause du type de relation qu'on a avec eux, par exemple. Mais il y a des endroits dans le monde où ils le font volontiers. Et pour eux, c'est pas immoral. Et de fait, là, encore une fois, je vous épargne les images, mais il y a des endroits dans le monde où les chiens font partie du menu quotidien. Et contrairement à nous, par exemple, il y a des endroits dans le monde où la vache est sacrée, ici on en mange volontiers, et ainsi de suite. Et donc l'objection ici, c'est de dire, la prémisse est fausse parce qu'elle prétend que c'est universel et objectif, alors que c'est juste relatif. Je ne vais pas répondre à cette objection-là tout de suite. Je vous garde la réponse pour plus tard, mais gardons-la de côté. Une autre objection qui dirait contre la prémisse 2, en fait, je l'appellerais l'objection relationniste contre prémisse 2, qui dirait la prémisse 2 est fausse. La raison pour laquelle ce serait immoral de faire ça à des chiots, c'est pas parce que c'est des animaux sentients ou quoi que ce soit. La raison pour laquelle ce serait immoral, c'est parce que c'est pas le type de relation qui est attendu envers ces animaux-là versus d'autres. C'est le type de relation qu'on entretient avec un être qui détermine le type de devoir qu'on a envers cet être-là. Et cette objection-là consiste à dire c'est pas pareil parce qu'on n'a pas les mêmes devoirs envers les chiens qu'envers les cochons. Pourquoi? Parce que nos devoirs dépendent de la nature de nos relations. Et on n'a pas la même relation avec ces animaux-là. C'est une objection qui se reçoit parce que le principe voulant qu'on n'a pas les mêmes devoirs envers tout le monde va de soi. J'ai pas les mêmes devoirs envers mon propre enfant qu'envers les enfants des autres, par exemple. J'ai pas les mêmes devoirs envers mes étudiants qu'envers les étudiants d'un autre cégep que je connais pas, par exemple. C'est vrai que la nature de nos devoirs change selon le contexte, le type de relation. Là où il y a un problème, en réalité il y a deux problèmes majeurs avec cette objection-là, c'est que même si on accepte qu'on n'a pas les mêmes devoirs envers tout le monde en vertu du type de relation qu'on a, c'est pas une licence. Par exemple, je ne pourrais pas enfermer des enfants qui ne sont pas les miens, les séquestrer, et après ça, quand je me ferais prendre, justifier en disant « Ah mais, voyez-vous, c'est pas mes enfants, j'ai pas le même type de relation avec eux qu'avec les miens. Moi, mon enfant, je ne l'enferme pas, mais eux autres, c'est pas les miens, et donc, j'ai pas les mêmes devoirs. » Non, de fait, j'ai pas les mêmes devoirs, il y a des limites. Où tracer la ligne, je ne répondrai pas à la question, mais c'est sûr que la ligne se trouve ailleurs que enfermer, torturer, abattre une fraction de son espérance de vie ou ce genre de choses-là. Alors ça ne semble pas fonctionner pour ça. L'autre réponse à l'objection, c'est que
on tend à oublier que le type de relations qu'on entretient avec les animaux non humains sont des relations décidées de manière unilatérale. C'est nous qui leur imposons ces relations-là. Ils n'ont pas choisi, ils n'ont pas postulé. Il n'y a aucun animal qui a postulé pour dire j'aimerais ça travailler chez Olimel, par exemple. Désolé si on est trouvé chez Olimel. Ils n'ont pas postulé pour dire hey, moi je préférerais être sus domesticus plutôt que canis familiaris. Autrement dit, généralement, si on valorise quelque chose comme le consentement dans nos types de relations, certes, le type de devoir change selon nos relations, mais les relations sont dynamiques et ne sont pas unilatérales. Là, dans un cas comme ça, quand c'est nous qui décidons, c'est facile à dire. Quand on tient le crayon, on tient aussi la bride, on règle les normes du contrat, mais notre contrat, il fait pas mal notre affaire. Une autre objection, vous l'aviez sûrement anticipé, c'est l'objection contre la prémisse 3 qui nous dit, en fait, ces mêmes raisons s'appliquent pour les animaux qu'on élève et tout ça. Certaines personnes vont dire, non, c'est pas vrai. L'objection nutritionniste consisterait à dire que, certes, on n'est pas obligé de manger des chiens pour être en bonne santé, mais certaines personnes vont dire, on est quand même obligé de manger de la viande. Alors, c'est vrai que c'est obligé d'être des chiens ou d'être des cochons ou de la vache ou n'importe quoi, mais l'objection nutritionniste est quand même importante parce que c'est vrai que si on était obligé pour être en bonne santé minimalement de manger de la viande, à l'impossible, nul n'est tenu, et là, ce serait vraiment différent. Mais moi, je ne suis pas un nutritionniste et je ne veux pas parler devant vous avec un micro comme si j'étais un professionnel de la santé. En revanche, le consensus à ce sujet est assez clair, c'est-à-dire que une des plus grandes études, ou la plus grande étude qui a été nommée à ce sujet, c'est une méta-analyse de 100 études par l'Académie de la nutrition, qui est la plus grande académie nutritionnelle du monde, qui comporte 100 000 membres, et qui est arrivée au constat que toutes les études actuelles nous permettent de conclure qu'une alimentation strictement végétale, bien planifiée, je reviendrai là-dessus, est parfaitement compatible avec une santé plus qu'acceptable et même optimale à tous les âges de la vie, que ce soit l'enfance, l'adolescence, que ce soit pour une femme enceinte ou qui allait, un athlète, une personne sédentaire, tout dépend de la planification. Donc le bien planifié, c'est quand même le mot-clé, mais en même temps, c'est vrai de tous les régimes alimentaires. Tous les régimes alimentaires, pour être conformes à un niveau de santé souhaitable, doivent être minimalement bien planifiés. Donc tout ça pour dire que l'objection nutritionniste ici résiste pas aux données scientifiques contemporaines. En même temps, je ne vous mentirai pas, on vit dans un monde spéciste où c'est vrai que c'est plus facile de se nourrir adéquatement selon la diète standard nord-américaine, mais ça, c'est pas à cause d'un problème intrinsèque au végétalisme ou quoi que ce soit, c'est à cause du mode de production actuel, mais on peut s'en sortir. Par la suite, c'est le moment un peu plombant de la conférence, parce que il faut quand même que je donne des chiffres qui sont importants. C'est pas juste des raisonnements abstraits, où l'antispécisme consisterait à dire, hey, voyez-vous, si on base les idées, c'est un peu des jeux d'esprit qui nous montrent que ben voilà, on fait de la discrimination, puis au niveau de l'argument, c'est dur à tenir. Non, il y a des véritables êtres qui sont impactés par ces biais, par ces préjugés-là. Au Québec, l'organisme BESA nous rapporte que chaque année, on abat pour la consommation 7 millions de cochons, 194 millions de poules, 36 000 vaches et 170 000 veaux, et c'est en oubliant malheureusement d'autres animaux aussi qui sont moins exploités, mais quand même dans des nombres considérables. Et c'est sûr que tout de suite, l'objection consiste à dire c'est beaucoup, mais en même temps, au Québec, il n'y a pas d'élevage industriel massif comme on voit, par exemple, dans les pires cas d'école et les pires cas de figure. C'est vrai que ça dépend du type d'élevage. Je ne vais pas faire semblant que c'est tout pareil. En revanche, regardez ces chiffres-là. 7 millions de cochons par année. Je dis cochons, je ne dis pas porc, je fais par exprès, puis vous verrez peut-être pourquoi. Il y a combien d'exploitants porcins au Québec, c'est-à-dire d'usines qui fait ça? Il y en a 1900. Faites une division. Si on en abat 7 millions par année et qu'il y a moins de 2000 exploitants, il n'y a pas 3-4 cochons par exploitant qui se promènent dans la prairie de manière bucolique. Là. On parle des installations avec plusieurs milliers. Pour les poules, c'est plusieurs dizaines de milliers. Une exploitation avicole typique peut entretenir 100 000 poules dans différents hangars. Et c'est de ça dont on parle. Dites-vous juste que si la même chose était perpétrée sur des chiens et des chats, encore une fois, je pense qu'il y avait une manifestation tout à fait violente au centre-ville. Et pourtant, c'est sûr que quelqu'un pourrait dire « Ah ben moi, chien, chat, cochon, dinde, poisson, allons-y, je mangerai tout, il n'y a aucun problème. » Mais essayez d'être cohérent avec vous-même. Si vous n'êtes pas de cette école-là, vous devriez avoir une conclusion et vous demander quelle est la différence moralement pertinente qui fait en sorte que jamais je réserverais le sort qui est réservé au cochon à mon chien,
Mais quand c'est un cochon, ça passe. Pourquoi? Donc on pourrait l'anticiper éventuellement puis répondre à ces objections-là, mais il y a lieu de penser que la vraie différence entre les animaux, certes l'appartenance à l'espèce, mais elle n'est pas moralement pertinente, la vraie différence c'est plus dans nos perceptions, c'est plus une question de préjugés qu'une question de différence intrinsèque qui justifierait de manière rationnelle cette différence de traitement. Dans le monde, donc vous allez dire que les chiffres que je vous ai montrés sont quand même minoritaires, mais en 2022, dans le monde, on a abattu 92,2 milliards d'animaux terrestres pour la consommation humaine, sans compter ceux qui ne se rendaient pas à l'abattoir, donc ceux qui meurent dans le transport ou qui meurent dans l'élevage ou qui sont tués avant, comme par exemple dans l'industrie agricole, les poussins mâles ne servent à rien parce que pour les poules pondeuses, les mâles ne pondent pas. Et donc, ils sont sélectionnés à la naissance et ils sont broyés vivants ou ils sont asphyxiés pratiquement dès leur naissance. Et eux autres, ils ne comptent pas dans le bilan, mais ça rajouterait plusieurs millions. Et 92 milliards, je sais que ça peut avoir l'air abstrait, parce qu'aujourd'hui, on est comme rendu habitué. On parle même plus de millionnaires ou de multimillionnaires, on parle de multimilliardaires, puis ça a l'air normal, mais je ne sais pas si vous prenez le pouls vertigineux de ce que ça représente, 92 milliards. 1 million de secondes, ça vous prendrait 11,5 jours à compter. 1 milliard de secondes, ça vous prendrait 31 ans. La différence entre 1 million et 1 milliard, elle est colossale. Et là, on parle de 92 milliards d'animaux terrestres, sachant qu'il a existé au maximum 100 milliards d'Homo sapiens depuis l'avènement d'Homo sapiens sur Terre. On tue l'équivalent en vie humaine, en termes numériques, presque chaque année, en animaux terrestres, à travers le monde. Je n'ai pas compté les animaux aquatiques, parce que là, le bilan est tout autre, mais souvent, ils sont les grands oubliés, de même la cause animale, et on pourra en parler éventuellement. Je veux avancer sur un autre argument, c'est que l'antispécisme ne parle pas seulement du spécisme qu'on réserve au sein des espèces animales non humaines, donc par exemple le fait qu'il y ait une différence de traitement abyssale entre les chiens et les cochons qui ne serait pas justifiée, mais aussi l'antispécisme dénonce que on s'est placé dans une position de supériorité telle qu'on estime que les intérêts les plus triviaux d'Homo sapiens valent infiniment plus que les intérêts les plus fondamentaux et rudimentaires d'un être qui ne serait pas Homo sapiens. Et quand on prend ça d'une manière posée et qu'on se demande si une telle discrimination était exercée envers des humains, par exemple, si on disait ces humains-là valent moins que ces humains-là et qu'on leur réservait un traitement similaire à ce qu'on réserve aux animaux, et c'est déjà arrivé historiquement, tout le monde dirait que c'est un rapport de domination, que c'est pas juste de la discrimination, que c'est de l'oppression. Mais l'argument antispéciste n'a pas peur d'aller là pour dire effectivement le rapport de pouvoir asymétrique et violent qu'on a placé par idéologie et en acte sur les autres espèces est un rapport de domination politique. C'est pas juste des idées abstraites, c'est quelque chose qui relève des lois, du juridique, du droit et aussi de l'idéologie dominante. Et demandez-vous si ce qu'on réserve aux animaux était réservé à des humains, est-ce que ce serait accepté? Là, tout de suite, vous vous dites, mais non, mais là, c'est pas pareil. On va voir ça d'un peu plus près. Pourquoi c'est pas pareil? Alors, je vous expose à l'écran l'argument, puis on va l'examiner ensemble. C'est l'argument le même que tantôt, mais vous remarquez une petite différence. C'est le même que tantôt, mais on a substitué les chiots par des bébés humains. Et là, tout de suite, on pourrait m'accuser d'être provocateur, puis dire, franchement, c'est juste un appel à la pitié, des bébés humains, c'est des bébés, puis on est attendri. Mais n'oubliez pas que les animaux qu'on abat dans le contexte de la consommation carnée sont pratiquement des bébés qu'on les abat. Prenons un cochon, par exemple, ils sont abattus entre 6 et 8 mois d'existence alors qu'ils peuvent vivre jusqu'à 15 ans. C'est comme si un humain qui vivait jusqu'à 80, on l'abattait à 2 ans, en termes d'abattage à une fraction de l'espérance de vie. Donc, c'est pas de la manipulation, c'est juste factuel. Mais là, ici, les objections vont comme suit. Rappelez-vous de l'objection relativiste de tantôt. Si tantôt vous étiez prompt, là je dis vous, c'est pas pour vous accuser, mais si quelqu'un est prompt à mobiliser l'argument relativiste pour dire ah, mais tu sais, en Chine, ils mangent du chien, puis ici on n'en mange pas, mais la morale c'est relatif, diriez-vous la même chose si c'était des bébés humains? Si par exemple un groupe d'humains pratiquait de manière coutumière l'élevage de bébés humains pour les manger, puis faisait exactement la même chose que pour les animaux, puis les mangeait après, diriez-vous maintenant, oh, ok, ben moi je ne ferais pas ça, parce que dans notre culture c'est pas moral, mais la morale c'est une affaire de culture, donc eux c'est correct. Si oui, ben là il faudrait qu'on parle des métaéthiques éventuellement. Mais sinon, si vous dites, ben là c'est pas pareil, ben la question demeure à savoir pourquoi être relativiste quand ça touche les non-humains, mais être absolutiste et objectiviste quand ça touche les humains. Il y aurait une incohérence ici à creuser.
L'objection anti-cannibale, c'est que tout de suite, des gens très terre à terre vont dire on regarde la prémisse numéro 2, puis la raison pour laquelle c'est immoral de faire ça à des bébés humains, c'est pas à cause qu'ils sont sentients, c'est pas à cause qu'ils tiennent à leur bien-être, puis tout ça n'a rien à voir, c'est que ça se fait pas sur des bébés humains, parce que si on les mange, on va attraper des maladies. Comme par exemple l'encéphalopathologie qui fait en sorte que quand tu manges de ton espèce, tu peux attraper des problèmes cérébraux, comme vous avez tous déjà entendu parler peut-être au début des années 2000, des vaches qui mangeaient d'autres vaches et ça donnait la vache folle. Alors certaines personnes vont dire que la prémisse 2 est fausse, ça n'a rien à voir avec la sentience et tout à voir avec le tabou et l'interdit sanitaire du cannibalisme. Mais je ne suis pas sûr de ça, parce que jouons avec les variables un peu. Si on éliminait les risques sanitaires du cannibalisme, est-ce que ça deviendrait correct? Si votre réponse c'est non, ben ça veut dire que l'élément sanitaire n'est pas fondamental dans l'équation. Par la suite, c'est probablement l'objection la plus intéressante. Certaines personnes vont dire là, c'est vraiment pas pareil. Pourquoi? L'objection potentialiste va dire la raison pour laquelle c'est vraiment pas pareil, c'est qu'un cochon, il ne développera jamais le potentiel de n'importe quel bébé humain. Le cochon, oui, on l'abat à 6 mois alors qu'il peut vivre jusqu'à 15 ans, mais laisse-le vivre jusqu'à 15 ans, là, il ne va jamais développer la richesse mentale, les aspirations cognitives et l'intelligence d'un bébé humain que tu vas l'éduquer normalement, tu vas lui faire vivre une vie digne d'être vécue, puis il va avoir un univers mental beaucoup plus élevé, une intelligence beaucoup plus élevée, une contribution sociale beaucoup plus élevée que n'importe quel cochon. Donc l'objection du potentiel dit la raison pour laquelle c'est pas pareil, que ça se compare pas quand on parle des bébés humains et des animaux qu'on élève, c'est le potentiel. Cette objection-là a le mérite d'être assez éloquente, mais je ne suis pas sûr que c'est vrai. Imaginez qu'un enfant naisse, et là je m'excuse de l'exemple un petit peu sombre, mais qui reçoit un pronostic très grave, que le médecin dise il souffre d'une maladie quelconque, on ne sait pas laquelle ou je ne sais pas quoi, mais il ne va pas vivre au-dessus de ses 5 ans. Donc à 5 ans, il va mourir, cet enfant-là, il a une maladie trop grave. Ça veut dire que cet enfant-là ne réalisera jamais le potentiel qu'on vient de brandir comme différence d'espèce. Est-ce que ça veut dire que cet enfant-là, on pourrait l'élever puis le tuer avant ses 5 ans pour le manger? Alors évidemment, vous allez dire, ben non. Mais pourtant, il n'y a pas le potentiel que les autres ont. Ce serait comme la preuve que le potentiel de réaliser une forme de complexité cognitive ou d'intelligence, ça ne semble pas si important que ça finalement, en tout cas au sein de notre espèce. Mais si on dit qu'un enfant qui ne développera jamais le potentiel cognitif, exalté par ailleurs pour les autres membres de notre espèce, il mérite quand même le droit de vivre et d'être traité dans ses considérations et ses intérêts de manière égale, pourquoi ça serait différent pour les animaux qui, certes, n'ont pas le potentiel d'un humain typique non plus? Donc l'argument du potentiel semble inefficace. Je réponds à quelques objections, puis je vais m'acheminer vers la conclusion. Laissez-moi regarder l'heure. Ouais, quand même bientôt. Celle-là, je vais la sauter finalement. Je vais peut-être en parler plus tard si ça vous intéresse. Et cet argument-là se dit assez simple, l'argument du coût moral de l'erreur. On n'est pas habitué de penser comme ça, mais dites-vous, si jamais les antispécistes ont tort, donc mettons que c'est pas vrai, que le statut moral des animaux devrait compter autant que le statut moral des humains, et qu'on embarque quand même dans le projet antispéciste, qu'on abolit l'exploitation animale, ce genre de choses-là, imaginez le monde que vous voulez, mais que finalement, il n'y avait pas raison, que ça reposerait sur des erreurs logiques ou quoi que ce soit. Quel serait le coût de cette erreur-là? Le coût de l'erreur, c'est que probablement que dans un tel monde, on sacrifierait quelques-uns de nos intérêts pour rien, finalement. Mais l'inverse, quel est le coût moral de l'erreur inverse? Imaginez que les antispécistes aient raison, et que la valeur morale d'un animal n'est pas intrinsèquement différente de celle d'un humain, et qu'on n'embarque pas dans le projet antispéciste. C'est 92 milliards d'êtres sentients qui sont abattus, et de plus en plus chaque année. Et le coût moral de l'erreur dans un tel cas est colossal, est inimaginable. Et même si, la force de cet argument-là, c'est de dire, même si les antispécistes n'ont pas raison à 100%, imaginons qu'ils aient juste raison à 1%. 1%, c'est pas beaucoup, mais quand on parle de 92 milliards d'êtres, ça se cumule. Ça veut dire que même s'ils ont juste un peu raison, et que peut-être que les animaux n'ont pas un statut moral égal ou quoi que ce soit, mais du moment qu'on leur accorde un statut moral, la gravité des actions qu'on réserve à leur endroit est massive. J'anticipe quelques objections et je vais m'arrêter tout de suite après. Donc ça, je pense que des critiques importantes, vous allez me dire que j'étais trop préparé, j'en ai 5, je vais vous en donner juste une, puis vous m'en donnerez si vous voulez. C'est qu'une des objections les plus intéressantes, c'est celle qui consiste à dire que le spécisme, ça n'existe pas,
que je suis en train de vous parler depuis tantôt de quelque chose d'un peu farfelu. Pourquoi? Parce que je joue sur les mots. Et cette objection-là, je ne vais pas prendre celle-là, je vais prendre la numéro 2 ici, la fausse analogie. Vous vous souvenez, je disais, le spécisme, c'est un peu comme le racisme, dans la mesure où, dans un cas de racisme, on justifie la différence de traitement entre des êtres selon le critère de l'appartenance raciale. Le spécisme, c'est la même mécanique, à savoir qu'on justifie la discrimination d'êtres sur la base du critère de l'espèce. L'objection ici nous dit, c'est pas en tout la même chose. Pourquoi? Parce que la race, ça n'existe pas. C'est-à-dire la race, là, comme concept, avec un gros guillemet comme ça, c'est un produit d'idéologie raciste du 19e siècle et que, biologiquement, il n'y a aucun référent matériel biologique pertinent pour la race. Il n'y a pas de race humaine, il n'y a pas assez de variations génétiques entre les populations humaines pour justifier le concept de race. Il y a des différences au niveau phénotypique, on n'a pas les mêmes traits physiologiques, des choses comme ça, mais on n'est pas des races différentes. Et donc, ici, les gens vont dire l'analogie ne marche pas, parce que la raison pour laquelle le racisme est condamnable, c'est qu'il repose sur un critère qui n'a pas de référent biologique. Or, le spécisme repose sur un critère qui a un référent biologique. L'espèce, elle existe, tandis que la race n'existe pas. Ce qui fait en sorte que le spécisme n'existe pas, parce que pour exister, une discrimination doit reposer sur un critère fictif. Alors, si c'est vrai, si cette objection-là fonctionne, j'avoue que l'antispécisme a un problème. Sauf que, vous me voyez venir, ça ne fonctionne pas comme objection. Ça fonctionne pour le racisme, effectivement, que de fait, scientifiquement, le concept de race est complètement disqualifié en point de vue biologique. Par contre, diriez-vous la même chose du sexe? À moins d'être très constructiviste, la plupart d'entre nous, on accepte un référent biologique réel pour le sexe. Diriez-vous que le sexisme n'existe pas? Alors, si vous dites non, le sexisme existe de toute évidence, ben c'est la preuve que l'existence ou l'inexistence du critère biologique a peu d'importance. Imaginez, juste pour une expérience de pensée, qu'on vit dans un monde où les races existent pour vrai. Imaginez que, un peu comme à la Tolkien, il y a des elfes, des nains, des hobbits, des orques, des humains. Dans ce monde-là, est-ce que le racisme serait correct vu que les races existent pour vrai? Si votre réponse c'est oui, ben, ça aurait le mérite d'être cohérent, mais en même temps, je ne vois pas comment vous pourriez le justifier. Mais de toute évidence, on dirait, ben non, c'est pas à cause que ça existe pour vrai que ça devient correct. Et de fait, ça veut dire que l'existence objective ou la fiction du critère de discrimination n'a pas vraiment d'importance pour parler d'oppression ou de discrimination. Donc cette objection-là, cool. Les autres objections, si vous voulez les entendre, on s'en parlera dans vos questions. Mais conclusion, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Comme je vous dis, moi quand je suis en cours, je suis pas transparent comme ça parce que c'est pas ma place quand je suis prof. Mais là, vous n'êtes pas mes étudiants, et donc en toute transparence, je vous dirais que l'une des solutions les plus cohérentes, c'est d'adopter le véganisme comme boycott, en fait. Si vous jugez que ces industries sont problématiques, ne pas y participer, c'est la moindre des choses, d'une certaine façon. Mais la pression économique, on s'entend, c'est peut-être aussi limité. Ce n'est pas la seule chose qu'on peut faire, mais c'est une chose qu'on peut faire, en dépit du geste individuel. Et c'est surtout, beaucoup de gens vont dire, ouais, mais mes gestes individuels ne comptent pas dans la balance, je boycotte. Moi, si je le fais, ça ne compte pas parce qu'il y a tellement de monde qui ne se prêteront pas au jeu que je ne changerai rien à mon échelle individuelle. Ben, pourtant, les gens ne pensaient pas comme ça quand on a le temps de boycotter les produits des États-Unis. Puis on l'a vu, hein, pour le coup, les boycotts, ça fonctionne, ça change les habitudes marchandes. Bref, on peut en parler. Au niveau collectif, il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de l'anthropodémie, comme j'en parlais tout à l'heure. Les préjugés qui circulent à l'endroit de l'intelligence des animaux, de leur niveau de complexité sociale, surtout des animaux d'élevage, parce qu'aujourd'hui l'anthropodémie a reculé beaucoup pour nos animaux de compagnie, mais on pense que les animaux d'élevage sont des bêtes complètement placides, inintéressantes et inintéressées, alors que plus on les étudie, plus on réalise que ce n'est pas du tout le cas, que probablement que ça vient d'un biais intéressé dans notre part, ces préjugés-là, donc l'éducation. Au niveau politique, il y a des pays qui prennent des décisions, il y a des accords internationaux de végétalisation des menus, il y a des accords souvent pour protéger la biodiversité, mais ça peut être un allié pareil pour, par exemple, faire prévaloir certains idéaux de bien-être animal et de conformité avec nos valeurs qui habituellement, la plupart d'entre nous, on est contre la cruauté animale, mais on considère que certaines cruautés n'en sont pas vraiment. Au niveau politique, les lois, ça peut changer. La preuve, c'est que là, 10 ans,
On a changé le statut juridique des animaux. C'est peut-être pas assez, mais c'est pas non plus rien. Et donc, pour le coup, je suis prêt à entendre vos objections et insultes et questions. Bien sûr, je rigole un peu, mais merci pour votre attention jusque-là. Et puis, au plaisir de vous entendre.